Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur le tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Je m'appelle toujours Anthony et comme d'hab, c'est un plaisir de vous faire cet épisode. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez passé une agréable semaine, etc. etc. Comme d'hab, hein, chaque semaine c'est toujours la même. Je vous souhaite que du bonheur. Euh, alors, petite actualité de la semaine pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé de beau? Ah, ça y est. J'ai eu la contre-proposition. Logiquement, donc si vous suivez, si vous êtes un auditeur assidu du podcast, vous savez que là actuellement je suis en recherche de RP. J'ai trouvé ma RP, j'avais fait une offre. Pas réellement agressive. On était à moins 15 000 refusé. J'ai proposé moins 10 000, encore refusé. Elle m'a fait une proposition à moins 5 000 que j'ai refusé. Et du coup, on est tombé d'accord à moins 10 000. Donc là, ça y est. Bon, là, malheureusement, c'est les périodes de fête. Donc je ne pense pas signer le compromis avant début janvier. Alors, je pense dans les alentours du 4 janvier. Parce que vous savez très bien, là, pendant les fêtes, c'est mort. Donc plutôt content, là je vais partir en recherche de financement du coup, en sachant que j'ai ma banque qui normalement, je croise les doigts parce que 2020 ça n'a pas été une très bonne année pour moi, mais niveau financement, mais normalement ma banque devrait me suivre pour cette RP, vu que c'est une RP et que c'est un point noir dans mon profil. Il serait quand même plus enclin à me prêter plutôt que pour du locatif. Donc, on verra, hein. Donc, on va partir bientôt en chasse au financement. Sinon, les amis, niveau actualité immobilière, qu'est-ce que j'ai noté de beau? J'ai noté de beau encadrement des loyers. Les premières amendes contre les propriétaires tombent à Paris. Je sais pas si vous avez vu l'actualité, mais en gros, il me semble qu'il y a un habitant qui louait 51 euros du mètre carré. Et en fait, il a été condamné à tout rembourser. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Donc, faites attention, les amis. Hein, je sais pas si parmi nos auditeurs, est-ce qu'il y en a qui facturent plus cher que l'encadrement? Faites attention, ça commence à sévir. Et n'oubliez pas que surtout, ça va partir dans toutes les grosses villes. Il me semble qu'en grosse ville, il n'y a que Marseille qui est refusé. Mais sinon, Lyon, Bordeaux, etc. Encadrement des loyers très très bientôt. Autre actualité de la semaine, Bercy qui relâche un peu la pression donc au niveau des crédits. Bercy a décidé de relâcher un petit peu la pression sur les emprunteurs après un an de restrictions. Donc ce lest va être lâché, je pense, début janvier. Début janvier, c'était d'ici quelques semaines, donc ouais, grosso modo, un an de restrictions. Alors, pour rappel, les restrictions, elles venaient du Haut Conseil de la stabilité financière, qui comprenait 33% d'endettement strict, des conditions d'octroi de crédit jusqu'à 25 ans maximum, et il y avait autre chose, et puis on avait environ 15% de delta où on pouvait outrepasser ces mesures. Alors, ce qui s'est passé, c'est que normalement, début janvier, on va passer de 33% à 35%. C'est 2%. C'est déjà vraiment pas mal. Même si on n'arrivera pas à concurrencer 2017, 2018 et 2019. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Ensuite, on a la condition d'octroi de crédit jusqu'à 27 ans. Qui était là actuellement bloqué à 25 ans. On passe à 27. Bon, c'est pareil, en sachant qu'avant on pouvait aller jusque 30 ans. Alors, est-ce que ça, pour moi, c'est une bonne mesure? Perso, je trouve ça complètement débile. Pour moi, la personne qui investit, là vraiment, je vous parle en tant qu'investisseur, mais la personne qui investit déjà sur 25 ans, moi je trouve ça énorme. Le coût du crédit, il est exponentiel. 20 ans, c'est une très bonne, c'est un nombre d'années vraiment convenable. Si tu as besoin de 25 ans pour gagner du cash flow ou pour être safe, c'est que ton investissement est pas bon. Moi, je ne prends pas l'investissement jusque 25 ans, 20 ans, c'est très bien.
Et donc, ces mesures qui vont être mises en application dans les prochaines semaines. Donc, je vous dis, ça sera sûrement début janvier. Ensuite, qu'avons-nous d'autres en actualité IMO? On a le château d'Iter. Le château d'Iter, je ne sais pas si ça vous parle. Le château d'Iter, c'est un château qui a été construit à un château. Alors là-bas, c'est une demeure, d'accord, de 200 mètres carrés, puis qui a été transformée en un magnifique château qui est estimé actuellement à 54 millions d'euros. 54 millions d'euros. Et ce magnifique château, qui est dit le château d'Iter, par le nom de son propriétaire, eh bien, il va devoir être détruit. Il va devoir être détruit tout simplement parce qu'il a été construit illégalement. Donc la Cour de cassation, donc c'est un procès qui a eu moult rebondissements, d'accord, c'est parti en cour d'appel, Cour de cassation. Et là, la Cour de cassation, en fait, a rejeté le recours intenté par Patrick Diter, donc le propriétaire du palais florentin, qui a été construit illégalement. Donc Monsieur Diter va devoir détruire son château. Donc il me semble que là, son avocat, ils sont partis voir un tribunal européen ou quelque chose comme ça. Donc, une belle histoire. Une belle histoire, 54 millions qui vont partir en fumée. C'est triste. Surtout que c'est beau. Mais le problème, en fait, c'est que ses voisins, ça ne matche pas. Avec ses voisins, ça ne matche pas. Et puis, en fait, ces constructions nuisent au bien-être de ses voisins. Bref, si ça vous intéresse, allez vous renseigner. Le château d'Iter, vous marquez d'Iter sur Google, vous tombez directement sur l'actualité. Sinon les amis, sujet du jour. Alors c'est un sujet que je me suis demandé si j'allais le traiter parce que c'est un sujet où je ne suis pas expert du tout. J'ai hésité à vous faire un épisode sur ça, mais c'est pour moi quelque chose d'important. Donc j'ai décidé de vous faire cette émission. Par contre, vous m'en voudrez pas, je suis pas expert dans ce domaine. Alors je vais vous parler un peu de Bitcoin. Je suis pas du tout expert, mais l'actualité du jour, c'est que le Bitcoin vient de passer la barre des 20 000 dollars. Alors à l'heure où je vous parle, il me semble qu'il est aux alentours des 23 000. C'est du jamais vu. Le Bitcoin de retour plus fort que jamais. Faut savoir qu'il a toujours eu cette résistance des 20K et en fait il a explosé cette résistance et là en fait il est en progression totale au-dessus des 20K. Faut savoir que c'est l'actif qui a le plus performé en 2020, donc au-dessus du game. C'était le All-Star, c'est le MVP de la bourse. Si tu avais du Bitcoin dans ton équipe, tu allais en finale, direct. Donc ouais, l'actif qui a le plus performant en 2020. Et faut savoir que pourquoi cet engouement parce que en fait, ça devient un peu la star de ces dames. Faut savoir que PayPal lui fait de l'œil, notamment grâce à une politique qui est mise en place pour favoriser l'achat, la vente, etc. Et l'achat, la vente de Bitcoin et puis le stockage. Et puis nous avons également JP Morgan, donc cette grande banque traditionnelle, institutionnelle, qui commence à s'intéresser réellement au Bitcoin. Alors par contre, il faut faire attention, bien sûr. Les conseils c'est même pas des conseils, je vais faire un petit disclaimer, moi je suis pas du tout expert, je vous donne pas de conseils, c'est pas parce que je vais peut-être faire l'éloge ou je vais détruire le Bitcoin dans cette émission que vous devez soit acheter, soit vendre, ça reste vraiment que mon avis personnel, et comme je vous le répète encore une fois, je suis pas du tout expert. Alors pour moi il faut faire attention, parce que notamment le Bitcoin en fait évolue actuellement dans une zone inconnue. Donc c'est la première fois qu'il passe la barre des 20K et qu'il évolue au-dessus des 20K. Donc c'est ce qu'on appelle en fait une price discovery. En gros c'est
c'est une zone où on découvre un nouveau prix et on ne sait pas comment il va évoluer. Donc, on ne peut pas savoir si réellement le Bitcoin va surperformer encore une fois au-dessus des 20K ou si il va s'effondrer. On ne sait pas réellement comment ça va évoluer. Il faut savoir que c'est une phase qui est très volatile et en général, c'est pas recommandé aux débutants. Comme il est d'usage aussi de vous conseiller de n'investir uniquement de l'argent que vous êtes capable de perdre. Donc en gros, il faut vous dire que vous avez besoin de 100 dollars. Et bien ces 100 dollars là, vous n'allez pas les investir. Parce que vous pouvez potentiellement les perdre. Il faut vous dire que ce que vous investissez, vous les perdez. Comme ça, c'est clair et net. Alors, comme je vous disais, on a franchi la barre des 20 000 dollars. Et ça faisait plusieurs semaines que le Bitcoin il traînait autour, il était là, il était en train de rôder, etc. Mais là, il a explosé. Faut savoir que la dernière fois où le Bitcoin a été aussi haut, eh ben, c'était en 2017. Moi, je m'en rappelle très bien en 2017. En 2017, j'étais encore à l'armée et j'étais en mission. Et je me souviens que c'était la folie, en fait, on parlait que de ça. C'était l'Eldorado. Et je me souviens qu'il y avait des militaires qui étaient ouf, qui étaient là, ah putain, nanana, Bitcoin, Bitcoin. Bref, jusqu'à ce qu'il chute, moins d'un an après, le Bitcoin arrive à 3000 dollars. Donc, il nous fait un haut, un top du top en 2017, et puis une chute à 3000 dollars moins d'un an plus tard. Alors, il y a un phénomène que là vous pouvez vous dire en fait, c'est en gros, waouh, le Bitcoin, vite, 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 qu'est-ce que je fais? J'y vais tout de suite, j'ai peur que ça monte beaucoup trop haut, et puis en fait, on peut pas savoir, je vous ai dit, là on est sur une price discovery, donc on sait pas comment ça va évoluer. Est-ce que vous achetez ou est-ce qu'il faut attendre une correction? Alors déjà, il faudrait savoir pourquoi il y a eu cette envolée. C'est important, il n'y a pas une envolée comme ça par hasard, il y a des acteurs derrière, et ces acteurs en fait, c'est pour cette flambée des prix, c'est des acteurs institutionnels, dont je vous ai parlé juste avant, comme par exemple JP Morgan. Faut savoir que JP Morgan ont fait son éloge comme jamais. Comme jamais. Pour elle, vraiment, là, ça devient le futur, etc. Et JP Morgan, en fait, a fait sous-entendre que 600 millions de dollars de Bitcoin pourraient être investis dans les fonds de pension dans un futur proche. Ça serait un revirement total. Total. Mais il n'y a pas que JP Morgan. Il y a aussi des grands gestionnaires d'actifs qui investissent massivement et qui commencent à le prendre réellement comme un vrai investissement. Notamment Generali, qui a investi 14 millions pour la sécurité du portefeuille Bitcoin. Donc vous imaginez, c'est pas rien. Generali, qui investit 14 millions juste pour sécuriser le portefeuille Bitcoin. En gros, pour que le fait de garder des Bitcoins, ce soit hyper sécurisé. Ensuite, on a également Ruffer, qui vaut 27 millions et qui consacre 2,7% de son budget en Bitcoin. Ensuite, on a Mass Mutual, 100 millions de Bitcoin investis. Et en plus de ça, ils investissent dans des sociétés qui eux aussi investissent dans le Bitcoin. 2,7 millions. On a également, selon le responsable de BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, selon ce responsable, le Bitcoin pourrait remplacer le dollar en tant que monnaie mondiale. Carrément. Bitcoin, monnaie mondiale. On parlera plus en dollars, on parlera en Bitcoin. Et tout ça, les amis, en moins de 14 jours. Et c'est le début de quelque chose, parce que le Bitcoin, il commence réellement
réellement à être accepté par les acteurs euh, classiques de la finance. Avant, le Bitcoin, tu disais, j'investis dans le Bitcoin. On te regardait genre, pirate, t'es un arnaqueur. Non, et là maintenant, le Bitcoin, il est passé dans un autre level. Tu vois, il était à la maternelle, il est passé en primaire, et là, il est en train de niquer tout le monde. Il va sauter des classes, bam, il va arriver au collège. Parce que le Bitcoin, il commence à être pris sérieusement. Sérieusement. Donc je pense que dans un futur très très proche, là, ça y est, on va tourner la page et on va écrire une nouvelle et ça va être quelque chose de vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je peux vous dire que PayPal a fait une annonce, et pas n'importe laquelle. Il faut savoir que PayPal, quand même, ça a été la société qui a révolutionné un peu le paiement sur Internet au début, hein, d'accord? Et bien PayPal a annoncé qu'ils sont en train d'offrir la possibilité d'acheter et de vendre du Bitcoin, mais aussi de conserver des crypto-monnaies via PayPal. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment pas n'importe quoi, c'est pas une annonce faite à la légère, c'est un signal fort, parce que c'est un signal qui, en gros, on te dit, ok, le Bitcoin, crédible. Ça y est, on croit au Bitcoin. Les investisseurs, tu sais, ils commencent à mettre de l'argent, ils commencent à investir sur le Bitcoin. Là, on commence à investir sur un truc, tu sais, avant, c'était un jamais de la vie, on aurait fait des choses pour le Bitcoin. Là, ça y est, ça commence à prendre tellement d'ampleur, pardon, que on commence à investir pour structurer, par exemple, le fait de garder réellement de la monnaie, du Bitcoin via ton compte PayPal. Parce qu'il faut savoir que le Bitcoin, c'est quand même, c'est un produit, c'est sur Internet, c'est dématérialisé, il y a rien, tu vois. Donc il faut sécuriser tout ça. Et tu vois que les gens là, bam, ils commencent à investir. La demande explose aussi parce que bah, le Bitcoin se raréfie. Tout le monde, il y a un petit effet de mode quand même. Le Bitcoin, ça commence à être, entre guillemets maintenant, ça commence à être le produit phare, tu vois. Et la demande explose. Donc le Bitcoin se raréfie. Et c'est l'offre et la demande, ça régule tous les marchés. Plus il y a d'offres, moins il y a de demandes, plus le prix baisse. Plus il y a de la demande, moins il y a d'offres, le prix augmente. Donc là, actuellement, on est dans le second cas, explosion du prix du Bitcoin. Je ne sais pas si vous savez aussi, je vais vous faire un petit rappel, mais en gros, vous savez que le Bitcoin, il y a déjà un nombre prédéfini. Il n'y aura pas un Bitcoin de plus. Ce nombre, c'est 21 millions. Il y aura 21 millions de Bitcoins qui vont circuler et il n'y aura jamais un Bitcoin de plus. À l'heure où je vous fais cet épisode, on est, il me semble, aux alentours de 17 ou 18 millions de Bitcoin créés. Et il n'y en aura pas un arrivé à 21 millions et il n'y en aura pas un de plus. Il faut savoir que la création du Bitcoin, ça se fait par le minage, etc. Et c'est hyper complexe. Au tout début, c'est hyper rapide à miner et plus le temps passe, plus le minage devient vraiment complexe et on va mettre de plus en plus de temps. Par exemple, je vous dis carrément une bêtise, je ne suis pas expert, mais en gros, je vous dis à l'heure actuelle, il y a à peu près 18 millions de bitcoins en circulation. Peut-être que ces 18 millions, ils ont été faits en 20 ans. Donc, je vous ai dit qu'on va aller jusqu'à 21 millions, donc il nous reste 3 millions, et ces 3 millions, le dernier bitcoin sera miné dans un siècle. Parce que ça devient de plus en plus complexe. Mais voilà, il faut retenir que 21 millions, pas un de plus. Donc, c'est comme l'or, on sait qu'on arrive bientôt, à moins de découvrir une exploitation inconnue, mais on arrive bientôt à la fin, donc c'est quelque chose qui devient une valeur refuge, une valeur référence. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, il y a eu aussi cet effet Covid. L'effet Covid, en fait, il a
il a prouvé sa résistance et sa constance lors de la crise Covid. C'est simple, le Bitcoin est resté sensiblement stable lors de la crise du Covid, contrairement à la bourse qui, elle, s'est effondrée. Elle a touché, elle a touché le sol et puis elle creuse encore. Et là, elle repart seulement à la hausse. Le Bitcoin, bizarrement, lui, est resté relativement stable. Il a prouvé que c'était une valeur forte et qui était un actif, entre guillemets, sûr. Je mets bien entre guillemets. Je vous parle de la bourse et du coup, je vais faire cette transition avec le Bitcoin et le traditionnel, la bourse traditionnelle. Le Bitcoin, il a surperformé tous les autres actifs. En 2020, le Bitcoin, il a fait 240%. Alors que l'or, qui est normalement la valeur refuge lorsqu'il y a des crises, etc., l'or a fait plus 25%. Reprends juste les chiffres. Le Bitcoin, 240%, l'or, 25%. Ils sont clairement pas dans le même game. L'or en maternelle, le Bitcoin études supérieures, direct. Le Bitcoin, il prépare son master. Tu peux pas tester 240% et l'or un petit 25%. Et je rigole quand je dis un petit 25%. 25% c'est énorme. Mais 240%, du jamais vu. Du jamais vu. Donc, c'est un actif qui commence à surperformer le marché, qui commence à faire ses preuves, etc. Et automatiquement, qui dit bon rendement, ça oblige les institutionnels à se placer sur l'or 2.0, qui est le Bitcoin. Avant, c'était l'or, maintenant, ça devient le Bitcoin. Depuis tout à l'heure, je te parle que du Bitcoin, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la monnaie phare, tu vois, c'est la crypto-monnaie forte du lot. Mais il n'y a pas que le Bitcoin. Il y a plein d'autres cryptos. Il y a l'Ethereum, XRP, etc., etc. Mais il faut savoir que ces monnaies-là, elles sont, on va dire, corrélées. Hein, c'est pas vraiment vrai, mais ces monnaies-là sont corrélées au Bitcoin. C'est-à-dire que quand le Bitcoin explose, ces monnaies-là explosent aussi à leur tour, dans une moindre mesure, mais on voit quand même une progression. Donc c'est pour ça que je te dis, elles sont corrélées, mais c'est pas totalement vrai, parce qu'il n'y a pas d'actif qui est corrélé entre eux. Mais par exemple, à l'heure où je te parle, toutes les cryptos, donc le Bitcoin a fait 240%, toutes les cryptos ont fait une progression de minimum 2 chiffres. Toutes les crypto-monnaies ont progressé. Donc vraiment, vraiment pas mal, vraiment pas mal. Maintenant, la question fatidique, est-ce qu'il faut acheter? Comme je t'ai dit juste avant, le Bitcoin, il est dans ce qu'on appelle une price discovery. Donc, en vrai, s'il y a une personne qui dit oui achète ou oui vend, c'est carrément du bullshit parce que cette zone, en fait, c'est tellement compliqué d'analyser et de savoir quel comportement va avoir le Bitcoin et surtout de savoir si le Bitcoin va poursuivre à la hausse ou s'il va descendre à la baisse. Maintenant, si pour vous le choix est tout fait, si tu te dis ouais, le Bitcoin, vite, sache que c'est peut-être ce qu'on appelle le FOMO. C'est la peur de dire, en gros, j'ai peur de rater l'occasion du siècle. FOMO, c'est une abréviation anglaise, c'est Fear of, je sais plus quoi, mais c'est la peur de rater l'occasion du siècle, entre guillemets. Le plus intelligent pour moi, ça serait d'attendre la prochaine correction. S'il y en a une, bien sûr, s'il y en a une, ce qui est peut-être pas vrai, hein, peut-être qu'il n'y aura jamais de correction, et que le Bitcoin va grimper. Mais
ça reste que des suppositions. Maintenant, faut vraiment analyser le marché. Et quand on analyse le marché, on remarque qu'il y a un afflux massif des crypto-monnaies. Et ça pourrait être un signe d'une vente massive. C'est-à-dire que énormément de gens avaient des cryptos. Ils ont attendu le sommet et ils se sont tous mis sur le marché. Et puis, c'est peut-être signe d'une vente massive. Et il faut savoir que c'est la première fois depuis mars, il me semble, mars 2020, que le nombre d'échanges est aussi immense. Depuis mars 2020, on n'a pas eu d'échange de crypto aussi élevé. C'est-à-dire que là, on pète un record. Il y a énormément d'acheteurs, énormément de vendeurs. Et s'il y a des vendeurs, il y a des acheteurs, etc. Mais tu vois qu'il y a des gens quand même qui vendent. Et là, il y a un afflux massif de vendeurs sur le marché. Donc, signe d'une vente massive, je sais pas. En tout cas, pour moi, je vous dirais, il faudra faire preuve de prudence. On prend du recul, on analyse comment le Bitcoin réagit, etc. Parce que, je vous dis, il est dans une phase de price discovery, donc on ne sait pas réellement comment il va réagir. Peut-être que là il vit ses derniers moments de joie et puis il va rechuter. Ou peut-être que les 20 000 dollars là, c'est peanuts. Il va monter à 40, 50. Tu sais pas. Tu sais pas. Alors est-ce qu'il faut vendre? Tu te doutes bien de ma réponse du coup? Réponse de Normand. On peut pas savoir. On peut pas savoir si le Bitcoin va encore monter ou s'il va baisser. Maintenant, il y a des choses qui est possible de mettre en place. Alors, tu vois, je vous dis, hein, je suis pas expert, etc. Mais moi, on m'a toujours appris que quand tout le monde achète, il faut vendre. Et quand tout le monde vend, il faut acheter. Il me semble que même Warren Buffett l'a dit. Warren Buffett, c'est un peu le monstre de la bourse. C'est un mentor, je pense que c'est le mentor de tout le monde. Tout le monde aimerait avoir son parcours. Maintenant, quand on voit que le Bitcoin, il a énormément d'engouement, là actuellement à 20 000, et que quand il était à 9 000, personne en parlait, bah je sais pas quoi dire, tu vois. La question est-ce que est-ce que c'est pas un effet de mode, tu vois? Parce que là actuellement le Bitcoin est à 20 000, il pète des records, etc. C'est comme en 2017. Hein. En 2017, il y a des gens qui ont acheté au sommet. Ils ont acheté, il me semble qu'en 2017, le Bitcoin était aux alentours de 18 000, quelque chose qu'il n'avait jamais atteint. Il y a eu énormément de personnes qui ont acheté à 18 000, sauf que le Bitcoin, il a chuté derrière. Il aura fallu attendre fin 2020 pour qu'ils retrouvent leur mise de départ. Donc est-ce que c'est pas un effet de mode, etc. Moi, ce que je pourrais te dire, ce que je pourrais vous dire, c'est est-ce que tu crois personnellement au Bitcoin? La question, elle est simple. Tu vas pas investir dans quelque chose que tu crois pas juste parce que c'est un effet de mode. Ou t'es complètement débile. C'est la question, est-ce que toi tu crois au Bitcoin dans le futur? Est-ce que pour toi ça va changer quelque chose? Ça va être une nouvelle écriture de page, un tournant du système financier? Est-ce que tu y crois réellement? Moi perso, j'y crois. Et je pense que le Bitcoin va monter, mais je te redis quelque chose, mais mon avis il compte pas pour grand chose. Moi je te le dis, je suis pas un expert, je suis quelqu'un de lambda, surtout en bourse. J'investis dans des ETF et un petit peu par-ci par-là, mais je suis vraiment pas du tout un expert. Moi, j'ai une stratégie de lissage, c'est-à-dire que j'investis toujours à peu près les mêmes sommes dans des délais récurrents. Par exemple, je te dis une bêtise, mais tous les mois, j'ai envie de mettre, allez, on va dire 100 euros.
et ben tous les mois, je mets 100 euros sur le même actif. Comme ça, tu mets toujours la même somme. Quand il est au plus bas, tu achètes toujours, tu en achèteras plus. Et quand il est au plus haut, tu en achèteras moins. Mais voilà, ça te lisse ton prix d'achat. Donc, bien réfléchir, faut toi voir. En tout cas, moi, je te conseille pas. En tout cas, ça serait vraiment débile. Déjà de un, si tu crois pas au Bitcoin, investis pas dedans. Déjà de un. Et de 2, sois pas débile à acheter, à craquer toutes tes économies pour te dire, je fais un all-in dans le Bitcoin et puis on verra ce qui va arriver. Complètement débile. Au contraire, si par exemple tu as envie de mettre 10 000, eh ben je sais pas, t'es un peu malin, tu divises ça en 12 mois et puis tous les mois t'achètes pour autant. Au moins t'achèteras quand il sera plus bas et puis t'achèteras aussi quand il sera plus haut. Et ça va te faire un prix lissé sur un an. Et en général, t'es plus en adéquation avec le marché, tu vois. Donc voilà. Bon, ça les amis, c'était vraiment un petit épisode comme ça. Franchement, je vous le répète encore une fois, je suis pas du tout expert. Je voulais juste en parler parce que c'est quelque chose d'important, hein. Le Bitcoin qui casse la résistance des 20 000 dollars, c'est pas rien. Et puis il faudra quand même continuer à regarder ça derrière, comment ça va évoluer, etc. Mais voilà, je voulais vous faire ce petit épisode qui pour moi paraissait important. Toujours en parole d'amateur, d'accord. Et puis voilà. Bon, en tout cas, les amis, si cet épisode vous a plu, vous n'hésitez pas, partagez le podcast, n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fait toujours plaisir quand je reçois des messages privés sur Instagram. Et du coup, petit rappel de mon Instagram, c'est Anthony, A-N-T-H-O-N-Y, tiré du bas, T-H-R-D. Anthony-du-bas, T-H-R-D sur Insta. Vous m'envoyez des messages, tout ce que vous voulez, si vous avez des questions IMO, etc. etc. Comme d'hab. Je fais un point d'honneur à répondre à tout le monde. Il n'y a pas une personne que j'ai pas répondu. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Bon les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Comme d'habitude, soyez meilleurs qu'hier. Formez-vous, apprenez des choses, etc. etc. Et puis, le plus grand mal que je vous souhaite, c'est de vivre heureux. Allez, ciao ciao ciao.